À la fin de Endgame, après le sacrifice d'Iron Man pour sauver l'univers, ce fut au leader phare des Avengers, Captain America, de ramener les pierres d'infinité dans les différentes timelines du passé afin de ne pas créer quelconque problème dans ces dernières. Apprêté d'une tenue quantique, d'une mallette contenant les pierres et armé du marteau Mjolnir, le héros fut renvoyé à travers le temps et revint à peine quelques secondes plus tard. Cependant, il ne revint pas au même endroit d'où il était parti. Assis quelques mètres plus loin et devenu vieux, celui-ci fut avare de mots concernant son voyage, mais il n'était pas difficile de comprendre que sa quête avait été une réussite. Une réussite, mais pas sans quelques embûches, car comme le stipulait la conversation entre Banner et l'Ancien dans Avengers Endgame, il fallait ramener les pierres au moment précis où elles avaient été retirées pour ne laisser ouverte aucune autre ligne temporelle, ligne qui serait en danger en l'absence des pierres dans le flux temporel où elles sont censées reposer. À partir de ce postulat, il paraîtrait très risqué de ne pas partir dans le passé sans avoir un plan précis quant au déroulement du voyage. Comme le stipulait le premier voyage temporel, il fallait revenir dans plusieurs époques différentes. Une en 1970 où se trouvait la pierre de l'espace dans une base secrète de la SSR, une en 2012 où se trouvaient des pierres du temps et de l'esprit à New York, une en 2013 où se trouvait la pierre de la réalité à Asgard, et une en 2014 où se trouvait la pierre du pouvoir à Morag et aussi la pierre de l'âme à Vormir. Voilà donc pourquoi cette vidéo est à la fois une théorie et à la fois une fiction. Une théorie car c'est selon moi dans cet ordre précis dans lequel Steve a reposé les pierres, et une fiction car on ne sait quasiment rien du voyage et qu'il faut bien structurer le récit pour donner plus de crédit à la dite théorie. Bien entendu, chacun est libre d'imaginer ce voyage à sa manière, et quant à moi, je vous expliquerai plus en détail en commentaire épinglé pourquoi cet ordre précis et pas un autre. Nous retrouvons donc Captain America prêt à partir. Le Smart Hulk lança son décompte et... Voilà que notre héros s'engouffra dans le flux temporel grâce au monde quantique et à de nouvelles particules PIM fraîchement fournies par Hank, l'inventeur des dites particules. Comme Bruce l'avait dit à l'Ancien dans Endgame, il fallait revenir au moment même où les pierres quittaient le flux temporel. Steve décida donc d'atterrir d'abord dans la timeline de 2014, au point temporel où la pierre du pouvoir avait quitté la réalité. Tout comme au premier voyage, la tenue quantique avait été calibrée pour atterrir à des coordonnées géographiques précises, en l'occurrence celle de Morag. Notre héros aperçut au loin le temple de la pierre, et en se dirigeant vers lui, il passa à côté de Star-Lord, inconscient, dont le baladeur étant toujours allumé, faisait tourner en boucle la musique de Come and Get Your Love. Steve esquissa un sourire et s'avança à l'intérieur du temple, puis ouvrit sa mallette. La pierre du pouvoir étant la seule pierre dont l'écrin avait été conservé, le héros se saisit de l'orbe de Morag et le replaça dans le champ de protection du temple. Le héros poussa alors un soupir de soulagement, car le plan s'était pour l'instant déroulé comme prévu, et la pierre la plus dangereuse des 6 avait été ramenée saine et sauve. Vint alors au tour de la pierre de l'âme, et notre homme eut un passement au cœur, car c'était à cause de cette dernière que Natasha avait été tuée. C'est alors que la pierre se mit à résonner. Steve la prit alors dans sa main droite, et celle-ci se mit à émettre une lumière aveuglante et gigantesque. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il atterrit dans un monde teinté des rayons d'un grand lever de soleil. Le sol était noyé de quelques centimètres d'eau, comme si les environs n'étaient bordés que d'une gigantesque flaque. Au loin, notre héros aperçut une femme se tenant debout, de dos, les bras croisés. Le décor devant lequel elle se tenait apparut alors comme très familier à Steve. En se rapprochant de la femme, il confirma son impression. Elle se tenait devant la première salle d'entraînement du Shield dans laquelle il s'était remis à niveau après son réveil en 2012. La femme, à côté de lui, qui n'était autre que Natasha, sans tourner la tête, lui dit « Après la bataille de New York, quand Fury m'a dit que je serais celle qui te réentraînerait aux arts du combat actuel, j'ai rien laissé paraître. Mais au fond de moi, j'étais tellement contente. Et fière aussi. Nick Fury, l'homme le plus secret au monde et qui est chargé de le protéger justement, m'avait fait assez confiance, à moi, une ancienne agente du KGB, pour reformer celui qui avait sauvé l'Amérique des griffes d'Hydra durant la guerre. Comment il pouvait avoir cette confiance, lui qui justement ne fait confiance à personne ?
Une soviétique qui entraîne le plus grand héros de la Terre, ça n'a rien de banal, ça. Natacha, tu te sous-estimes. Fury se fiait déjà à toi avant même que je te rencontre. À sa place, je n'aurais pas confié mon entraînement à quelqu'un d'autre. Ça aurait servi à rien. Le peu que tu avais perdu ou que tu ne connaissais pas, tu l'as maîtrisé en quelques jours alors que ce genre d'entraînement ça prend des mois, voire des années. Nos héros contemplèrent alors la salle d'entraînement et se regardèrent se battre. Steve dit alors en regardant son ami « C'est toi qui m'as amené ici ?» Bah, il s'avère que j'ai entendu vos voix quand vous planifiez ton voyage et je voulais te guider. Et je voulais aussi te demander quelque chose. Tu veux que je te ramène à la vie ? Non. Le gardien de la pierre l'a dit, c'est un échange éternel. On doit offrir une âme pour prendre la pierre, mais le principe d'une âme pour une âme ne fonctionne que dans ce cadre-là. Tu te doutes bien que si reposer la pierre permettait de ramener la personne sacrifiée à la vie, n'importe qui pourrait s'emparer de la gemme. Et j'ai senti que Bruce a tenté de me ramener. Et j'ai voulu revenir, mais de son côté comme du mien, ça n'a pas fonctionné. Que veux-tu que je fasse alors ? Quand tu vas arriver sur Vormir, prends mon corps et ramène-le dans le présent, s'il te plaît. Contacte Nick et Clint, laisse-les s'en occuper. Et ne mêle pas Bruce à ça, il a assez souffert. D'accord, mais Bruce a le droit de savoir, et même s'il s'en occupe pas, il t'aime encore. Il doit pouvoir se recueillir, c'est important. Natacha hocha la tête, et les deux héros se prirent dans les bras le temps d'un dernier au revoir. Alors que Steve rebroussa chemin, la jeune femme l'interrompit. « Attends, tu te rappelles avant qu'on voyage dans le temps ? Tu avais dit qu'on avait tous les deux besoin de changer de vie, et je t'avais dit toi d'abord. Maintenant que tout est fini, qu'est-ce que tu vas faire après ? Je sais pas, je dois encore y réfléchir. Eh ben rappelle-toi aussi de ce que tu m'as dit, qu'il fallait continuer et aller de l'avant. Qu'est-ce que t'essayes de me dire ? Réfléchis, t'as été privé de ta vie pendant près de 80 ans. Aujourd'hui tu peux voyager dans le temps. T'as toujours fait passer la cause des autres avant la tienne. Et Peggy a été malheureuse sans toi. Natacha lui sourit une dernière fois, et la lumière aveuglante de la pierre de l'âme ressurgit. Steve revint alors à la réalité, la gemme en main. Il reprogramma sa tenue quantique pour atterrir sur l'hôtel de Vormir, et quand il arriva, le froid lui rappela les eaux atlantiques dans lesquelles il avait été plongé pendant la guerre. La neige et la glace présentes sur la roche lui évoquaient, quant à elle, la lenteur à laquelle il avait senti son corps se contracter à mesure que la glace le condamnait à vivre pendant 70 ans, emprisonné, sans reprendre conscience. Pensant halluciner, il vit alors face à lui un ancien ennemi encapuchonné et flottant dans les airs, Johann Schmidt, le crâne rouge. Mais il ne rêvait pas. C'est comme si la mort se tenait en face de lui. Sans un mot, le capitaine empoigna Mjolnir et des petites étincelles commencèrent à en jaillir. Steven Rogers, cela fait bien longtemps, mon vieil ennemi. Nous voilà réunis aux frontières du temps. Et toi comme moi, nous n'avons pas changé. Et tu tiens Mjolnir, le marteau de Thor, une relique qui m'a poussé à m'intéresser aux pierres d'infinité. Il ne fait aucun doute que je ne ferai jamais le poids face à toi. Alors range-le. Comment avez-vous survécu ? Le Tesseract m'a condamné ici lorsque nous nous sommes affrontés. Je devins alors le gardien de la pierre de l'âme, incapable de m'échapper d'ici et incapable de me saisir d'une gemme. Je hais et j'attends les voyageurs en quête de pouvoir. Qui aurait cru que nous nous reverrions dans de telles circonstances ? Pas moi, répondit Steve sèchement. Peu importe. L'heure est venue pour toi de rendre à cet hôtel ce qui lui a été pris. Tous les sacrifices faits pour obtenir la gemme ne peuvent être inversés, en as-tu conscience ? Oui. Mais qu'est-ce que je suis censé faire pour la rendre à l'hôtel ? Laisse la gemme te guider, mon garçon. La pierre vibra de nouveau. Steve la sortit alors de sa mallette, se dirigea au bord de l'autel et ouvrit la main qui tenait la pierre de l'âme. Cette dernière s'envola d'elle-même dans le vide avant d'émettre une puissante lumière aveuglante orangée et de disparaître. Notre héros se retourna alors et Crâne Rouge était encore là, agenouillé face à Mjolnir, le regardant d'un air mélancolique. « Qu'y a-t-il » demanda Steve. Schmidt posa alors la main sur Mjolnir, mais ne tenta pas de le soulever. Il dit alors « C'est là que se trouve la différence entre toi et moi. Autrefois, je te disais que nous n'étions pas si différents. Je le pense toujours, à un point près. Mon avidité et mon égoïsme m'ont poussé à vouloir posséder un pouvoir qui me dépassait de très loin.
Si tu étais digne d'une arme divine, c'est que tu étais désintéressé de tout pouvoir, dépourvu d'égoïsme. Tu t'es toujours fait passer en dernier, et c'est ce qui t'a valu d'être là, aujourd'hui, à devoir reposer les pierres à leurs positions respectives. Ce sont ces mêmes défauts qui ont poussé Thanos à sa perte. Celui qui convoite les pierres échouera. Ceux qui s'en désintéressent sont les véritables maîtres. Un silence s'installa alors. Steven, libère-moi. Tue-moi. Je suis épuisé de cette vie éternelle. Je sais quelle est ma punition. Mais si je devais être libre à nouveau, je ne sais pas ce que je ferais. Je crois que je me laisserais mourir. Je n'étais qu'un homme au départ. J'aimerais le redevenir. C'est la seule requête que je te demande. Je ne peux pas savoir si vous avez réellement changé, Crâne Rouge. Je ne suis qu'un homme. Ce n'est donc pas à moi de décider. La pierre de l'âme le fera. Et si vous êtes sincère, peut-être qu'elle sera indulgente envers vous. Désolé. Crâne Rouge baissa la tête et se terra dans le silence. C'est alors que la pierre de l'espace résonna à son tour. En la prenant en main, Steve sentit que celle-ci voulait être dirigée vers Schmidt. Le héros ouvrit alors la main, et la pierre de l'espace émit un puissant rayon bleu vers Crâne Rouge, qui sembla se désintégrer, ce qui rappela à Steve son combat face à lui dans le Valkyrie durant la guerre. Lorsque Schmidt eut disparu, le calme retomba. Le héros remit alors la pierre dans la mallette, actionna sa combinaison, et retomba dans le monde quantique pour partir de cette temporalité. Deux pierres avaient donc été ramenées, mais il ne fallait pas relâcher vigilance. En parcourant le flux temporel, Steve décida de se rendre dans la timeline de 2013 à Asgard. Il arriva alors au palais d'Odin et tomba nez à nez avec Frigga, la mère de Thor. Steve savait cependant déjà à qui il avait affaire, Thor lui ayant tout expliqué au préalable. Frigga, quant à elle, n'avait aucunement perdu de ses qualités de sorcière et avait prédit la venue de Steve. Elle dit alors « Si vous êtes ici, c'est que vous avez réussi. Est-ce que Thor va bien ?»« Oh oui, votre Altesse. Il a survécu et il est parti de la Terre dans notre présent. Il s'en est allé découvrir l'univers. » Ah, toujours en quête de sa propre identité. Et c'est normal, quand on voit qu'un homme a réussi à sauver Mjolnir, il ne vous le dira sûrement jamais, mais le fait que vous ayez réussi cet exploit a dû le pousser à se remettre en question. Et c'est très bien comme ça. Il a encore beaucoup de choses à apprendre, et je suis très fier de lui. Et si vous le croisez, j'aimerais que vous lui transmettiez le message. Je n'y manquerai pas. Je manque de temps et je ne pourrai pas vous accompagner, mais je vais vous indiquer où sont les appartements de Jane Foster. À partir de là, je vous laisse vous débrouiller. Frigga posa alors les mains sur le crâne de Steve et lui indiqua mentalement l'emplacement de la chambre de Jane. Sans perdre de temps, Steve lança dans les airs Mjolnir et se téléporta sans lui avec la pierre de l'espace. Arrivé dans la chambre de Jane, il vit cette dernière inconsciente au sol. Il ouvra alors rapidement la mallette et saisit la pierre de la réalité. Avec celle-ci, il recréa les écrins respectifs des pierres de l'espace et de l'esprit qui avaient été détruits dans le présent. Il amena ensuite la pierre de la réalité vers Jane et la gemme se transforma sous sa forme de l'éther et s'insinua en elle. Steve referma alors la mallette et actionna à nouveau sa combinaison pour sortir de la timeline de 2013. La moitié du chemin avait été fait, mais le plus dur restait à venir. Steve se dirigea alors vers la timeline de 1970 et atterrit au QG de la SSR, là où lui et Stark étaient partis après avoir récupéré le Tesseract. Notre héros vit alors au loin Hank Pym qui l'avait piégé pour récupérer des particules Pym. Steve se mit à l'écart du monde environnant et se saisit du Tesseract dans la mallette pour se téléporter dans le laboratoire du scientifique. À l'intérieur, il y replaça des fioles de particules Pym fraîchement créées par le Hank Pym du présent pour remplacer celles qu'il avait volées. Il se téléporta ensuite dans le bunker où le Tesseract avait été retiré et sans s'égarer, il remit le cube dans sa cage de confinement, ferma cette dernière et reprogramma sa tenue pour repartir dans le flux du monde quantique. Plus que 2 pierres, se disait-il. Il arriva alors dans la timeline de 2012 et atterrit devant l'ancien. « Je m'attendais à voir Bruce », lança-t-elle. « Désolé de vous décevoir. Cependant, je peux vous donner une bonne nouvelle. On a replacé les pierres dans les timelines respectives, à l'exception de la gemme du temps, qui se trouve encore dans cette mallette, et le sceptre de Loki dans mon dos. J'espère que votre voyage n'aura pas été trop éprouvant, Captain. Malheureusement, nous avons un problème. Le Loki de cette réalité s'est enfui avec le Tesseract.
Vous avez changé le cours du temps et cela a des conséquences. Je suppose que je dois vous aider à arrêter Loki ? J'aimerais beaucoup, seulement votre double présence dans cette réalité pourrait causer encore plus de soucis. À moins de vous faire passer pour quelqu'un d'autre, mais même dans cette optique, c'est bien trop risqué. Je trouverai un moyen. Ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à Loki. Bon, je vous fais confiance. Steve ouvrit la mallette et la pierre du temps retourna d'elle-même vers l'œil d'Agamotto. Je ne sais pas ce que vous aviez prévu pour ramener la pierre de l'esprit vers Hydra, mais peut-être que je pourrais vous aider. L'ancien bougea alors ses mains et ses doigts pour faire apparaître des symboles autour de ses bras, puis la gemme se mit à vibrer et à briller. Tout à coup, l'atmosphère devint étrange. Le temps était figé et plus rien ne bougeait. Steve ne se sentait plus respirer car l'oxygène était bloqué lui aussi. Cependant, il ne suffoquait pas car la pierre du temps le protégeait, lui ainsi que l'ancien, qui étaient les seuls à pouvoir se mouvoir. Vous avez arrêté le temps ? Comme je vous l'ai dit à l'instant, nous ne pouvons pas risquer de vous voir 2 fois au même moment. Je peux vous assurer que ça n'a pas autant d'importance que ça. Je me suis rencontré en allant chercher le sceptre et on m'a pris pour Loki métamorphosé. Mais vous avez aussi commis l'imprudence de vous dire à vous-même que James Buchanan Barnes était encore en vie. Ceci, associé à la perte du Tesseract, notre réalité n'aura pas la même destinée que la vôtre. On a essayé de faire au mieux, je ne saurais pas quoi vous répondre d'autre. Allez vite ramener le sceptre à la tour Stark, Steve. Steve tourna le dos à l'ancien et se dirigea vers la tour Stark après avoir remis son ancien costume. Il vit alors Alexander Pierce et l'équipe Strike repartir dans les camionnettes noires du Shield. Au loin, l'ancien l'observa et vit Steve se retourner vers elle. Elle comprit alors que celui-ci demanda à ce que le temps reprenne son cours, et sans attendre, la maîtresse des arts mystiques activa de nouveau la pierre, et le temps reprit son cours. Alors que l'agent Sitwell s'apprêtait à fermer la porte de son véhicule, Steve la retint, ce qui ne manqua pas de faire bondir les hommes d'Hydra de leur siège. « Captain, il y a un souci ? Je ne sais pas ce que Fury a en ce moment, mais il préfère finalement que vous repreniez le sceptre avec vous. »« Étrange, » répondit Sitwell. « Veillez bien à ce qu'il arrive au point d'extraction. Il pourrait y avoir des conséquences sinon. Ne vous inquiétez pas, Captain Rogers, tout se passera bien. » Les 2 hommes hochèrent la tête et Steve referma la porte avant de repartir discrètement dans une ruelle. Le temps se figea alors à nouveau et le héros se redirigea vers l'ancien, puis, arrivé là-bas, il lui dit « Encore désolé pour les désagréments causés dans votre réalité, mais les pierres ont été rapportées et je pense que c'est le principal. Même si vos excuses ne changeront rien aux problèmes que vous avez causés, vous avez raison. Qui plus est, votre voyage s'est passé sans encombre. Vous avez fait ce qu'il fallait et je vous en suis reconnaissante, Steven. » Steve reprogramma alors sa tenue quantique, puis il se figea. Il regarda alors l'ancien, qui le fixait avec un léger sourire. « Vous avez besoin de quelque chose, Captain ? J'aurais aimé que, avec la pierre du temps, que vous stoppiez l'effet du sérum qui coule dans mes veines. Je n'ai pas prévu de rester immortel. Tony m'avait conseillé de vivre une vie normale et il s'est sacrifié pour protéger notre réalité. Arrêter d'être Captain America, ça serait ma manière de lui rendre hommage. Et que feriez-vous dans votre réalité, sont les 2 grands leaders des Avengers ? Iron Man mort et Captain America qui prend sa retraite ? Une amie m'a dit de penser à moi et pour une fois, c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est votre droit. Mais je n'utiliserai pas la pierre pour arrêter l'effet du sérum. Je sens qu'il y a déjà un certain temps que celui-ci ne fait plus effet. D'accord, j'en parlerai à Bruce, il aura sûrement une explication logique à ça. Oh, j'en suis convaincu. Mais j'ai la sensation que vous vouliez autre chose. Je me trompe ? Steve sortit alors de la mallette un des morceaux de son bouclier brisé pendant son combat avec Thanos. Oh d'accord, vous êtes quand même plus malin que ce que j'imaginais. L'ancien ouvrit alors son œil d'Agamotto et le capitaine vit son bouclier se reconstituer petit à petit. L'ancien demanda alors à Steve « Une question de taraude. Pourquoi reconstituer votre bouclier si vous ne comptez plus être Captain America ?» C'est vrai que ça peut porter à confusion. À vrai dire, je compte le céder. Quand je reviendrai, évidemment. J'ai des compagnons qui sauront s'en servir mieux que moi. Quand vous reviendrez ? Mais vous allez revenir dans votre réalité maintenant, non ? Pas exactement. L'ancien prit alors la main du capitaine et lui souhaita un bon retour. Le héros reprogramma alors sa tenue et atterrit non pas en 2023 comme l'avait prévu son plan, mais en 1943, précisément le 5 mai, le lendemain de son crash avec le Valkyrie dans les eaux glacées. Il en avait parlé à Bucky et à Sam.
et il n'en était pas sûr avant de partir, mais il pensait rendre visite à Peggy Carter. Il atterrit alors devant l'appartement de la jeune femme qu'il aimait et toqua lorsqu'il se trouva près de la porte. La poignée bougea et la porte s'ouvrit, et lorsque Peggy vit Steve, elle resta là sans bouger, l'air presque effaré. Elle bégaya, semblant ne pas croire qui elle avait en face de lui. Puis, la jeune femme fondit en larmes, avant de serrer l'homme qu'elle aimait contre elle. Steve la regarda tendrement, en souriant, et Peggy reprit ses esprits, sécha ses larmes et ferma la porte derrière lui. Ils se posèrent alors sur le divan de la jeune femme, et Steve commença à lui expliquer toute son histoire, du début à la fin, en la prévenant qu'elle ne croirait sûrement rien. Mais pour lui prouver qu'il venait bien du futur, il lui montra son bouclier flambant neuf, sa tenue quantique, et tout ce qui pouvait lui servir de preuve. Mais elle n'en avait pas besoin, car elle était une femme de raison, et même si tout ça lui parut beaucoup trop irréaliste, elle le croyait, et savait qu'il ne mentait pas. Il lui expliqua aussi que son lui du passé continuerait à rester dans la glace, mais qu'il devrait rester discret pour ne causer aucune sorte de problème. Par la suite, ils prirent le temps de se connaître, de concrétiser leur relation, et surtout d'apprendre à danser. Ils ne tardèrent pas à se marier quelques années plus tard, et à se reculer loin dans une petite maison de campagne britannique pour y vivre une vie paisible. Au fil de leurs années passées ensemble, Steve avait raconté à Peggy qu'il avait été récupéré par le Shield dans le futur, ce qui poussa la jeune femme à arrêter sa carrière à la SSR pour en reprendre une nouvelle avec la création du Shield, après que la femme ait consulté Howard Stark et le colonel Chester Phillips. Notre héros échangea aussi des courriers anonymement avec Howard Stark pour lui souffler l'idée de créer une nouvelle source d'énergie propre, ce qui permit plus tard à un certain Tony Stark de créer le réacteur Arc. Il fit la même chose avec Hank Pym, ce qui permit à ce dernier de découvrir le monde quantique et les particules Pym, et aussi avec le général Ross en se servant des contacts militaires du Shield pour pousser le général à relancer une nouvelle version du projet Renaissance, ce qui amènerait plus tard à la création de Hulk. Aujourd'hui, on ne sait pas si Steve eut des enfants avec la Peggy de cette réalité, mais il y resta jusqu'à ce que celle-ci meure et fut présent lors de son enterrement. Beaucoup de gens ne le reconnaissant pas, on lui demanda plusieurs fois qui il était, et il se contenta de répondre qu'il était un vieil ami de Peggy et qu'il s'appelait Stevie. Lorsque l'événement fut terminé, Steve retourna à la maison de sa femme et reprit sa tenue quantique ainsi que son bouclier de Captain America qu'il installa dans une grande sacoche de cuir. C'est alors que ses amis qui l'attendaient le repérèrent au loin, le rejoignèrent, et lorsque Sam lui demanda s'il voulait parler de comment ça s'était fini, le vieux Steve répondit que cela fut magnifique. Enfin, il céda son bouclier à Sam, faisant de lui le nouveau Captain America, et termina sa vie en repensant chaleureusement au jour où il avait enfin pu accorder une danse à la femme de sa vie.